Bonjour et bienvenue dans le podcast ésotérique. J'ai créé ce podcast dans l'idée d'y rassembler toutes les informations qui me semblent utiles et justes lorsque l'on s'éveille à une spiritualité consciente. J'espère que cet épisode vous plaira, car aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment j'ai développé ma méthode de soins, comment je travaille et pourquoi. Et éventuellement, si je peux y glisser quelques conseils, eh bien, pourquoi pas. Je n'ai pas préparé cet épisode, je vais me laisser vaquer à mes idées et laisser venir ce qui vient spontanément. Si vous avez écouté mon dernier épisode de podcast, celui qui concernait mon évolution dans le magnétisme et l'histoire que j'ai connue avec cette discipline depuis l'enfance, vous avez certainement compris que le magnétisme est intervenu dans ma vie très tôt. Dès mes 7 ans, j'avais conscience que mon grand-père était magnétiseur, qu'effectivement, il pouvait soigner des gens avec ses mains et qu'il se passait des choses que l'on ne pouvait pas expliquer. Mais, comme je le disais également, le magnétisme ne s'est pas proposé à moi d'un point de vue professionnel tout de suite, puisque la médiumnité a pris les devants et m'a bien trop occupé l'esprit pour que j'aie l'envie de nourrir un quelconque métier lié à tout ça. Bien évidemment, je n'étais pas présente lors des séances de mon grand-père, ce qui fait que je ne voyais pas forcément comment il appréhendait les autres personnes, mais je dois dire que, étant donné que ma médiumnité me prenait beaucoup d'énergie, mon corps somatisait énormément la peur et le stress, et donc j'avais assez régulièrement besoin de séances de magnétisme. Donc j'étais bien heureuse d'avoir mon grand-père pour me soigner, et j'observais toujours comment il fonctionnait. Je pense que ma sensibilité m'a forcément connectée à des informations inconscientes qui m'ont nourrie au fil des années et au fil de ces séances que mon grand-père me faisait. Donc ça a été forcément une première approche. Et puis mon grand-père est parti de l'autre côté du voile lorsque j'avais 17 ans, il me semble. Et il a fallu attendre mes 21 ans avant que je me lance officiellement dans ce métier par cas de force majeure. Parce que la vie a fait que je n'étais clairement pas faite pour un métier conventionnel. Je me suis retrouvée à un carrefour de ma vie qui m'a imposé de trouver une voie qui me correspondait et dans laquelle je pouvais exercer durablement. Et c'est cette voie-là qui s'est présentée. Mais vous imaginez bien qu'à 21 ans, je me suis retrouvée finalement avec cette envie, ce besoin de trouver une voie, sans vraiment avoir de bagage à proprement parler. Mais j'ai eu la chance de rencontrer 2 personnes dans mon évolution qui m'ont apporté des clés, qui ont été malgré tout déterminantes dans la confiance que j'ai pu prendre en moi, en mes capacités, et surtout dans cette liberté que j'ai adoptée d'emblée, dans cette méthode, dans cette technique de soins qui est la mienne. J'ai fait une première formation de géobiologie qui m'a permise, celle-ci, non pas de m'apporter des connaissances que je n'avais vraiment pas du tout d'un point de vue des capacités psychiques, mais cette initiation, elle m'a apporté une certitude que ce que je percevais était réel et que je pouvais réellement interagir avec, ce qui est énorme en fait. Parce que là où elle était censée apporter d'autres choses, et elle m'a apporté beaucoup d'autres choses, j'y ai surtout trouvé une confiance en moi-même et une conscience que j'étais effectivement une personne connectée à l'invisible. Ça paraît étonnant quand on sait tout ce que j'ai vécu depuis l'enfance, mais je ne suis pas née avec des certitudes. C'est-à-dire que tout ça s'est imposé à moi et je n'ai pas vraiment eu la possibilité de poser des mots sur ce que je vivais tout de suite. On peut parler parfois d'années d'errance parce que même si le mot médium a été posé peut-être aux alentours de mes 9 ans, 8 ans, j'en sais rien, entre mes 7 et 10 ans, entre mes 7 ans et mes 10 ans, il a fallu beaucoup de temps avant que chaque petite particularité de ces perceptions, de ces ressentis et de ce que je vivais trouve du sens.
Donc j'ai eu la sensation de marcher dans le noir en tâtant avec mes mains pour essayer d'éviter les meubles et les coins de mur. Ça a été un peu la sensation vécue pendant des années. Donc là, cette initiation, cette formation à la géobiologie, elle m'apportait une structure et un côté sérieux. Comment expliquer ça autrement ? C'est-à-dire que pour une fois, on m'apprenait à vivre ma médiumnité sous le prisme d'un savoir, d'une connaissance, de quelque chose qu'on pouvait à la fois transmettre, mais aussi faire intervenir de manière consciente et avec une intention claire dans notre quotidien. Ce n'était plus quelque chose que je subissais, mais c'était quelque chose que j'allais pouvoir utiliser en tant qu'outil. Et puis cette initiation s'est terminée, il me semble que c'est à peu près dans ces eaux-là que j'ai fait ma formation de BTS en viticulture et œnologie. Je n'ai plus les temporalités, étonnamment il y a beaucoup de choses que j'oublie. Et donc il a fallu quelques années supplémentaires, très peu de temps mais quand même quelques années supplémentaires avant que je commence vraiment ma vie d'adulte, que j'ai mon premier chez moi et que se pose la question de construire quelque chose. Et j'ai demandé consciemment à l'univers, c'était l'époque de mes premiers tests de conversation avec l'univers. C'était plutôt des conversations du type je fais une demande et je vois comment les choses se mettent en place, se matérialisent et comment les choses se réalisent ou non, et parfois pourquoi elles se réalisent, pourquoi non, et qu'est-ce qui est la part de mon intention ou pas. J'en étais vraiment à cette étape-là. Tout de suite, j'ai été passionnée par cet élan d'utiliser mes sens, d'utiliser mes capacités pour en faire quelque chose de plus dans ma vie. Et comme ça faisait des années que j'errais, eh bien, la première demande que j'ai faite, alors je vous romance les choses parce que certainement que j'ai fait d'autres demandes, mais la première vraie demande qui avait du sens que j'ai pu faire, c'était que l'on me permette de faire une initiation, une formation dans ce domaine-là, en tout cas de l'énergétique, mais qui corresponde à mes moyens financiers de l'époque. Parce qu'il faut savoir que je sortais d'études, je commençais tout juste, je n'avais pas de travail, pas la santé pour travailler, et donc je n'avais pas de moyens. Et je ne pouvais pas me payer ces formations. Donc j'avais besoin de quelque chose qui me soit accessible, et qui surtout m'aide sur mon cheminement. Et un jour, je revois un ami que j'avais pas vu depuis longtemps, et il me dit « Tu sais, j'ai commencé une initiation, mais je crois qu'il faudrait que je t'en parle quand même. » Je dis « Bah écoute, oui, parle-moi. » Il m'explique que c'est une formation très intéressante, qu'il s'agit d'une journée par mois d'initiation, et que c'est en tarif libre. C'est-à-dire que chacun donne ce qu'il peut donner pour cette journée mensuelle. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, il me délivre un cadeau du ciel. Donc, me voilà partie à contacter la personne qui m'accueille avec grand plaisir. Et j'ai suivi pendant 2 ans, je crois, presque 3 ans, une journée mensuelle d'initiation et de découverte de ce que l'esprit, la conscience et l'intention pouvaient faire. J'y ai découvert la symbolique du corps, les bases. J'y ai découvert la symbolique du tarot, des chiffres, et puis le fonctionnement subtil du corps. J'aurais pu continuer longtemps cette initiation. Elle était honnêtement passionnante, et certaines personnes y sont restées pendant des années après. Mais j'ai senti que si je restais, je n'allais jamais prendre mon envol. Et surtout, j'y avais récupéré ce dont j'avais besoin, qui était la certitude que j'étais capable de développer moi-même une connexion et une communication avec l'invisible, et que c'est cette communication-là qui allait terminer mon initiation à l'énergétique. En tout cas, la faire perdurer. Donc, j'ai décidé de sauter le pas et de devenir accompagnante en énergétique, avec ces bagages d'enseignement qui m'avaient été donnés, mais avec la certitude que j'allais continuer d'apprendre en pratiquant. Alors soyons honnêtes, j'avais déjà pas mal de connaissances derrière moi, pas mal de chemins parcourus. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit pratiquer pour apprendre, parce qu'il y a bien des cas où c'est délétère. Il faut savoir que, et c'est effectivement ce que j'explique dans la plupart de mes podcasts, ma vraie initiation, elle a commencé à partir du jour où j'ai commencé à me souvenir de mes premières perceptions médiumniques. J'ai été initiée à l'art de communiquer avec l'invisible dès l'enfance.
Donc, à 21 ans, lorsque je commençais à pratiquer, j'avais finalement déjà 14 ans d'initiation derrière moi. Autant par le rêve que par les expériences vécues en état d'éveil. J'avais finalement toute une initiation de connexion à la sensibilité des autres, parce que depuis toujours, j'entendais au-delà du masque social qu'il me montrait. Seulement, je ne l'ai compris que plus tard. Donc tout ce que j'ai vécu dans mon enfance a été une initiation à part entière. Ce qui fait que lorsque j'ai créé mon cabinet de soins en présentiel, parce que ceux qui me connaissent depuis peu de temps ne le savent peut-être pas, mais j'avais un cabinet de soins en présentiel au tout départ, que j'ai gardé pendant 2 ans et demi, il me semble. Et j'y accueillais les personnes et je leur proposais un soin de magnétisme. C'est-à-dire qu'au départ, je ne proposais pas de guidance. Ce contact direct avec la personne était à la fois un peu impressionnant et en même temps, il était très enrichissant parce qu'on pouvait échanger en direct sur les problématiques. Je m'étais acheté une table de soins, j'étais très fière de moi, c'était trop chouette, je chéris ces instants dans ma mémoire. Et je me suis rendu compte que plus je soignais, plus j'appréhendais les personnes, plus je développais ces outils dans mes mains, notamment le fait de capter les déséquilibres dans le corps avec mes mains. J'étais capable de dire où la personne avait mal et parfois même pourquoi elle avait mal. Et bien sûr, le but c'était de lui apporter du réconfort. J'avais des résultats qui étaient très chouettes, vraiment très chouettes, et puis petit à petit j'ai commencé à percevoir un petit peu plus de choses, un peu plus d'informations. J'avais même commencé à développer une sorte de méthode de mise en relaxation qui permettait à la personne d'accéder à des espaces multidimensionnels par l'intention et par projection de conscience. C'était très intéressant et d'ailleurs j'ai hâte de pouvoir réitérer ça parce qu'aujourd'hui ce n'est pas possible, je n'ai plus de cabinet de soins et je sais que ça viendra un jour. Mais ma pratique a commencé comme ça. Et depuis le début de cette décision, de cette prise de décision d'exercer en tant qu'accompagnante énergéticienne magnétiseuse, je m'étais promise d'apprendre à capter l'invisible sans outils. C'est tout à fait personnel, mais j'avais besoin de me suffire à moi-même dans mes perceptions. Donc je n'utilisais ni pendule, ni tarot, ni rien. Je n'utilisais rien, seulement mes outils corporels, extrasensoriels. Je n'utilisais que ces outils-là parce que j'estimais que si je réussissais à les développer suffisamment, les outils deviendraient un plus, deviendraient presque un petit folklore pour moi-même, un moyen de confirmer mes ressentis et un moyen de communiquer avec sans perdre la souveraineté de mes perceptions. Parce que, et je ferai des podcasts sur ce sujet, ce n'est pas l'outil qui perçoit pour vous. L'outil capte votre vibration et en fait une réponse visible. Et moi, je voulais percevoir cette réponse visible ou cette réponse directe par mes propres sens. Et puis mes projets de vie ont changé un petit peu la donne. C'est-à-dire que nous avons décidé de partir en camion aménagé pendant quelques années. Et donc, je ne pouvais plus avoir ce cabinet de soins. Ce n'était plus possible. Je devais exercer à distance. Donc, je devais apprendre le soin à distance. Je savais que mon grand-père l'avait fait. Il ne m'avait jamais expliqué comment il faisait. Mais comme je savais que c'était possible, eh bien, j'ai fait en sorte d'apprendre à le faire. Et donc, j'ai commencé à proposer aux personnes des séances à distance. Et chaque fois que je regardais leurs photos, je commençais à capter quelques informations. Et j'avais des choses qui se passaient, mais surtout ce qui m'a bluffé, c'est que quand je me connectais loin physiquement de la personne et via une photo, je me rendais compte que le fait d'être dans ma bulle me permettait d'accéder à tout un monde, d'accéder à une multitude d'informations, une richesse de paysages, une richesse de sensations que je n'avais pas en présentiel, parce qu'il y a toujours le masque social et la bienséance qui entre en jeu et qui entre en conflit avec la nécessité d'être intuitif et donc de laisser venir naturellement une information subtile qui aille au-delà de l'espace mental.
Et donc cette étape de séance à distance m'a vraiment plu, de plus en plus. Au départ, j'avais décidé de faire des comptes rendus de séance écrits. Donc pendant plusieurs années, je ne sais pas combien de temps exactement, je rédigeais des comptes rendus qui relataient toutes les informations que j'avais perçues et que je voulais transmettre à la personne. Parce que ce qui était important déjà à ce moment-là, c'était que la personne puisse conserver les informations que je lui avais communiquées et qu'elle puisse y revenir une fois le tremblement de terre de la séance apaisé. Et une fois qu'elle était pleinement disponible mentalement cette fois-ci pour se recueillir, accueillir en tout cas l'information qui lui était donnée. Mais je me rendais bien compte qu'entre la richesse d'informations qui m'était donnée et le temps que je pouvais octroyer à ces comptes rendus écrits, eh bien, il y avait une différence. Donc, j'ai commencé petit à petit à proposer des messages vocaux sur WhatsApp pour les comptes rendus. Et ce que je trouvais exceptionnel dans cette manière de faire, c'est que la personne que je soignais pouvait être dans sa bulle, dans son intériorité, et à l'écoute d'elle-même plutôt que d'être à mon écoute pendant la séance. Parce que finalement, lorsque l'on va voir une personne en présentiel, et c'est tout à fait génial également, et c'est pour ça que j'ai hâte de réitérer cette forme de soin, mais malgré tout, il y a un contact qui s'établit et qui fait que notre conscience est moins orientée sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et le corps est moins libre de réagir tel qu'il a envie de réagir. Et j'aimais cette idée que la personne recevait la séance en étant chez elle, dans un endroit dans lequel elle était à l'aise, mais surtout en pleine liberté de pleurer, de bouger, de dormir, de faire ce que son corps l'appelait à faire. Et de percevoir des images sans avoir la question intérieure de qu'est-ce que l'accompagnante est en train de faire autour de moi, quelle gestuelle elle fait, est-ce que c'est bientôt fini ou pas, tout ce qui vient parasiter finalement la séance. Et lorsque j'ai commencé à proposer des comptes rendus vocaux, je me suis rendu compte, après plusieurs témoignages et plusieurs retours de personnes qui bénéficiaient de mes séances, qu'elles appréciaient autant la phase de compte rendu vocal parce qu'elles avaient l'impression que les mots que je prononçais étaient comme des aiguilles d'acupuncture qui venaient piquer et toucher une zone particulière et la remuer, et la soigner, l'apaiser, la découvrir. J'ai vite compris que ma voix et les mots choisis et leur potentiel de vecteur d'information permettaient de faire perdurer la séance là où le compte-rendu écrit ne faisait pas forcément bénéficier aux personnes de ce même bienfait. Donc, j'ai continué de proposer ces messages vocaux, ces comptes rendus vocaux, en proposant également le fait que la personne pouvait réserver un rendez-vous téléphonique pour que nous puissions échanger ensemble de la séance, de ce qui s'était déroulé pendant la séance, des questions qu'elle pouvait avoir du post-séance. Au départ, le rendez-vous téléphonique avait lieu tout de suite. Maintenant, il a lieu plusieurs jours plus tard. Et je laisse la liberté à la personne de réserver ce rendez-vous téléphonique un minimum de 3 jours après la séance et un maximum qui n'est pas défini. Tout simplement parce que ça permet finalement d'accueillir le soin sur l'instant, de pouvoir écouter le compte-rendu en étant toujours en état de relaxation, potentiellement, et puis de laisser reposer la séance et de laisser maturer les informations, de recueillir ce que la première écoute du compte-rendu a pu nous apporter. Et puis, au bout de quelques jours, lorsqu'on a pris suffisamment de recul par rapport à cette séance, on peut échanger ensemble sur tout ce que ça a provoqué, les pensées, les questions, les volontés peut-être de mise en place, de changement, peut-être une nouvelle compréhension de soi par un prisme extérieur qui a tenté de poser des mots différents sur ce que la personne vit. Aujourd'hui, j'exerce comme ça, je continue d'exercer comme ça, et je sais que c'est très perturbant pour certaines personnes, de ne pas avoir de contact direct sur l'instant. Malgré tout, pour ceux qui n'ont jamais bénéficié de mes séances, les comptes rendus vocaux font généralement entre 15 et 25 minutes. Donc il y a quand même des choses à écouter. Et c'est un instant, c'est un recueil d'informations qui est extrêmement important pour le bien fondé et la bonne imprégnation du soin.
D'un point de vue moins pragmatique et dans la connexion que j'établis, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, j'ai comme des passages qui se sont ouverts vers des dimensions particulières. Il me suffit de me connecter à la personne, de regarder ses yeux. C'est surtout par les yeux que je me connecte à la personne. Je peux me connecter à la personne et percevoir son corps en projection de conscience. Je peux donc voir les zones qui sont déséquilibrées et lorsque j'appuie sur cette zone, j'appuie ma conscience, mon intention sur cette zone, je peux accéder à l'intérieur. L'intérieur d'un organe, l'intérieur d'une cellule, et les déséquilibres m'apparaissent d'une certaine manière. Ces informations, elles vont m'emmener parfois sur des mémoires émotionnelles de la vie actuelle. Elles vont m'emmener parfois sur des mémoires transgénérationnelles qui sont liées plutôt aux ancêtres. Parfois, elles vont m'emmener sur des déséquilibres de connexion entre les différents corps de la personne. Je parle bien évidemment du corps physique, éthérique, astral, mental, causal. Et donc, il suffit parfois de rétablir ces petits ponts lumineux qui permettent le transfert d'informations entre ces différents corps. Et je peux aborder la zone et l'apaiser, la soigner. Je peux aussi accéder à des vies antérieures et ces derniers temps, c'est vraiment le thème. C'est le thème actuel depuis quelques mois. On me montre des vies, on me montre des portions de vie qui sont importantes. Et généralement, ce que je trouve excellent, c'est que je peux croiser les informations dans le sens où quasiment à chaque fois, la personne est capable de me dire « Oui, j'ai fait effectivement une hypnose régressive et j'ai vu exactement ça. Et vous venez me le confirmer. » Ou alors « Effectivement, ce que vous me dites, étonnamment, je le disais étant petite ou étant petit. » C'est toujours très intéressant de pouvoir croiser ces informations. L'exploration du subtil nécessite de maîtriser au mieux la projection de conscience et la vision par l'écran de l'esprit. C'est d'ailleurs ce que j'enseigne dans certaines de mes initiations, tout simplement parce que c'est ce qui nous permet d'avoir un visuel sur l'invisible. On ne m'a pas vraiment enseigné un protocole de soins. J'ai commencé à m'initier au Reiki. Je n'ai pas validé le 1er degré parce que je n'ai pas du tout accroché avec cette pratique. Je ne suis pas tombée sur la bonne personne et je pense que c'était voulu. Et surtout, je ne souhaitais pas m'enfermer dans un protocole qui m'échappait et qui m'empêchait surtout une certaine liberté d'action. Certaines personnes ont besoin de ça et c'est tout à fait juste, il n'y a aucun souci. Mais pour ma part, c'était trop limitant et je sentais que j'avais besoin d'explorer le monde de l'autre côté et que j'avais besoin d'explorer tout mon potentiel. Et chaque personne qui m'a fait confiance depuis le début de ma pratique a contribué à cette évolution, a contribué à ce que je m'améliore dans ma sensibilité, mon approche, dans mon empathie et dans la quête d'informations subtiles. J'en profite donc pour remercier toutes les personnes qui m'écouteront et qui, à un moment donné, m'ont fait confiance pour une séance, tout simplement parce que grâce à vous, je suis l'accompagnante que je suis aujourd'hui et je continue de m'améliorer, je l'espère en tout cas, et je continue de développer de nouveaux potentiels. Et c'est grâce à vous. Donc merci pour ça. Si je pouvais donner des conseils par rapport à tout ce que je vous ai communiqué ici, c'est d'abord de vous poser la question de ce qui vous plaît vraiment dans ces accompagnements. Dans quoi est-ce que vous sentez le ou la plus à l'aise ? Est-ce que vous avez besoin d'utiliser des outils pour développer tout votre génie et pour l'extérioriser pleinement ? Est-ce que l'utilisation de ces objets, pendules, tarots, peu importe, vous permettent d'éteindre votre mental momentanément ? En tout cas, pas cette partie du mental qui va vous être utile pour le soin, mais la partie du mental qui fait que vous vous posez peut-être un petit peu trop de questions et que vous doutez un petit peu trop de vos capacités. Si c'est ça qui vous va, eh bien choisissez ça. Si au contraire vous avez besoin d'être au contact des gens directement, sans outils, et de pouvoir soigner en direct, eh bien c'est chouette aussi. Et la discipline que vous allez choisir va être déterminante dans votre génie. Parce que peut-être que vous allez apprécier une pratique mais qu'elle ne sera pas celle qui vous sied le mieux. Dans ces cas-là,
Vous en changerez, vous ferez évoluer les choses tranquillement et c'est tout à fait ok. Je dirais aussi qu'il faut savoir être patient avant de pouvoir pleinement développer ses capacités. Et surtout, on n'a aucun objectif bien terminé à atteindre, ou bien déterminé plutôt. Parce qu'en fait, on continue d'évoluer sans cesse. On continue d'évoluer chaque jour, à chaque nouvelle séance, et c'est bien ce qui fait la richesse de ce métier. Donc, ne vous attendez pas à atteindre un instant de plein potentiel, parce que vous aurez toujours l'impression que vous pouvez faire mieux, plus juste, plus sensible, avec plus d'outils, et c'est vrai. C'est vrai, vous pourrez toujours faire plus, différent, mieux, mais en fait, ça ne veut pas dire que ce que vous faites aujourd'hui n'est pas suffisant pour la personne qui vient vous consulter. Tout simplement parce que si elle vient vous consulter, c'est que vous avez quelque chose à partager ensemble à ce moment-là, et que ce que vous avez à lui proposer est à la hauteur de ce qui l'attend. À partir du moment où vous proposez ces séances et ces soins avec le cœur, dans le respect et surtout dans la limite de vos compétences, sans tenter de faire plus que ce que vous savez faire, si vous êtes dans votre intuition et que cette intuition vous dit « là, il faut pas que tu y ailles » ou « là, tu peux faire autrement », là, c'est ok. Par contre, ce sera peut-être pas ce que tu attendais, mais c'est ce dont la personne a besoin. Eh bien, cette guidance-là intérieure, elle vous mènera là où vous devez aller dans la justesse des choses. Ce qui est important, c'est l'intention que vous avez envers l'autre, envers la personne qui vient vous consulter, en gardant l'humilité que peut-être c'est elle qui a quelque chose à vous apprendre. Et bien voilà, on a déroulé ce fil tendu. J'espère que cet épisode vous aura plu, il était tout à fait spontané. Je n'avais pas de plan préétabli, contrairement à d'habitude, où je fais mon petit plan qui me guide et qui me permet de savoir où aller et comment y aller. Aujourd'hui, j'avais envie de quelque chose de plus spontané, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez pris plaisir à écouter encore une fois ces petits blablas de ma vie perso et de mon expérience d'humaine, et que peut-être vous en recueillerez des réponses, des questions constructives, et peut-être un agréable moment, voilà. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Prenez bien soin de vous, ayez confiance en vous. Ne doutez pas de vos capacités, mais surtout, disciplinez-vous. Il n'y a que la discipline qui vous permettra d'aller plus loin même que ce que vous avez imaginé.